Je voulais introduire brièvement les deux artisans de ce joli duo de journée d'études. Béatrice Quette d'un côté, qui a ici de multiples casquettes, au Musée d'Art Décoratif, mais qui agit là comme brillante et assez récente chargée des collections d'art asiatique. Et Sébastien Kéké, que vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude de venir assister aux activités culturelles et scientifiques du Musée des Arts Décoratifs, qui est la haute main sur l'organisation de ce type de journées et d'événements culturels. Je dois dire que ces deux journées d'études n'ont par rapport au Musée des Arts Décoratifs aucun effet anecdotique. On n'a pas forcément l'idée de voir le Musée des Arts Décoratifs comme un lieu important pour ce qui est des collections d'art asiatique en France ou en Europe, ce qui paraît évidemment, à contrario, un peu paradoxal, puisqu'il conserve sans doute une des plus belles collections en France, en tout cas, qu'elle est extrêmement mal connue, qu'on lui permettra de trouver sa pleine lumière à la fin de l'année 2018, avec une exposition qui sera consacrée à ses collections, d'ailleurs pour montrer un peu la force de ces collections japonaises, des débuts jusqu'à aujourd'hui, parce que cette tension et cette fascination pour l'art japonais n'a eu de cesse de continuer depuis, d'ailleurs, avec un grand regain depuis les années 1960-70, dans le design, dans la mode, dans le graphisme. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit ces journées d'études. Dire aussi que moi j'ai été très frappé, parce que finalement, tant qu'on n'arrive pas au sein d'un établissement, on n'en est jamais qu'un utilisateur ou un usager lambda. C'est un peu en arrivant à la direction du musée il y a 3 ans que j'ai pris conscience de la richesse de ces collections, parce que finalement, sinon, il était bien difficile d'en mesurer à la fois la qualité, l'amplitude, la richesse, la diversité. Et c'est grâce aussi un petit peu aux lumières de Béatrice que j'ai compris l'enjeu de ces collections au sein de l'institution. D'ailleurs, je dirais toutes les collections extra-occidentales en tant que telles, puisqu'on a commencé cette aventure avec les collections chinoises en 2014. Et c'est là quelquefois où les célébrations politiques pour lesquelles j'ai souvent un petit peu de réticence ont été utiles, parce que finalement on a pu faire en très peu de mois une présentation, si ce n'est exhaustive, en tout cas très démonstrative des collections du Musée des Arts Décoratifs dans le domaine chinois. Vous connaissez la richesse des collections d'art islamique du Musée des Arts Décoratifs. Elles sont chez notre grand voisin de palier en bonne main, pour pas dire autre chose. Et la troisième grande catégorie de collections extra-occidentales sont évidemment les collections japonaises, avec là encore une amplitude sur laquelle j'imagine on va revenir pendant ces journées d'études, une amplitude fondamentale qui touche à tous les domaines de collections possibles. Vous savez, la vieille histoire un peu antagonistique d'ailleurs entre le musée et la bibliothèque, qui date de la fondation de l'institution, sur laquelle, avec Chantal Lachkar, la directrice de la bibliothèque, je ne sais pas si elle est là, Chantal, non, nous avons signé un pacte historique en début de l'année, c'est-à-dire que la bibliothèque a rejoint la direction des musées, ce qui permet d'une certaine manière de la protéger aussi. Une bibliothèque est quelque chose qui n'est jamais très bien compris par les administrations. C'est à quoi ça sert, ça prend beaucoup de place, ça rapporte pas d'argent, etc., etc. Donc au moins, là, dans le périmètre du musée, la bibliothèque était parfaitement protégée. Donc les collections de la bibliothèque renferment des collections japonaises très importantes, et dans le domaine photographique, et dans le domaine aussi évidemment de la recherche et des connaissances documentaires. Et puis les collections du Musée des Arts Décoratifs, aussi bien dans le domaine textile, puisque la collection est une des plus belles aussi en Europe, là encore, et là aussi très peu connue, et dans le domaine de la céramique, des lacs, des objets un peu plus éphémères, enfin qui sont arrivés jusqu'à nous en osier, etc., etc. Et c'est vrai que la magie de ces objets, je ne parle même pas des estampes, n'est-ce pas, chère Béatrice,
notre collection de Katagami, qui visiblement qu'on a essayé de mettre un petit peu à l'honneur dans l'exposition sur le Bauhaus que vous pouvez voir en ce moment, où nous avons voulu justement rappeler les sources japonaises de cette modernité-là aussi. Donc on voit tout d'un coup une amplitude de collection très, très importante, très forte, qui s'explique aussi par le rôle pionnier dans ce domaine, comme dans bien d'autres d'ailleurs, du musée des arts décoratifs, puisque avant même d'exister en tant que tel dans un bâtiment, on s'est installé ici finalement assez récemment au regard de l'histoire, en 1905, mais je vous rappelle que le musée, en tout cas les prolégomènes du musée sont posés en 1864, c'est ça la vraie date, parce que moi je me bats aussi avec mon administration qui donne souvent comme date 1882, voire 1905, donc ce qui au regard de nos collègues européens nous pose toujours comme les derniers de la classe, ce qui est totalement faux, comme cette question des arts industriels, elle est très française, donc on n'a pas été plus bête que les autres, on s'est posé la question très tôt, et les premières incarnations du musée et de la bibliothèque datent bien de 1964. La première exposition qui est organisée par l'Union centrale des beaux-arts appliquée à l'industrie, c'est le musée rétrospectif de 65, qui est une grande vision panoramique de l'histoire des arts décoratifs occidentaux européens. Et puis la deuxième très grande exposition, elle a lieu en 1869, et c'est le musée oriental. Et dès cette période, l'Union centrale des arts décoratifs, pour prendre un vieux vocable sur lequel on se reconnaîtra tous, on a eu de cesse de mettre en avant l'importance, évidemment, de l'art japonais au sein de ses collections, comme toute grande institution, je dirais, européenne équivalente, musée d'art appliqué, musée d'art industriel, musée d'art décoratif, quelle que soit leur étiquette. L'art japonais, si vous allez aujourd'hui encore au MAC à Vienne, c'est une des présentations les plus stimulantes qui soit en termes de collection. Le Victorian Albert Museum n'est pas à démontrer dans le rôle colossal qu'il a joué dans l'amplification des études asiatiques. Donc on voit bien notre rôle en plus est presque antérieur à celui, enfin est nettement antérieur à celui du Musée national des arts asiatiques de ce point de vue-là, et montre bien que le Japon a été très vite considéré par les fondateurs de l'Union centrale comme un des éléments cruciaux de renouvellement des sources d'inspiration, des sources aussi techniques et artistiques de ces arts décoratifs dont ils étaient appelés à la fois à défendre la qualité dans le domaine français, mais aussi à montrer des exemples à la fois historiques ou contemporains. Et là encore, ce lien entre patrimoine et création contemporaine, qui est un point, je crois, un angle de vue important par rapport à cette création japonaise, toute période confondue, et bien là encore au cœur des missions du musée des arts décoratifs. Donc de facto, depuis mon arrivée, la volonté a été de vraiment mettre en avant ces collections. On peut mettre en avant des collections de beaucoup de manières. L'idée a été avec Béatrice et surtout je dirais la complicité des conservateurs qui ont des espaces, puisque les arts asiatiques en tant que tels n'ont pas d'espace. Et d'ailleurs, j'aime pas les ghettos, donc je pense que des salles d'art asiatique n'ont pas forcément leur sens dans un musée comme celui des arts décoratifs. Au contraire, ils doivent être là partout où ils innervent, pas énervent, mais enfin énervent aussi un petit peu. Non, Béatrice? Ils innervent la création de leur époque, et je tiens à remercier notamment Anne Forêt-Carlier, conservatrice en chef du département du 7e, 18e, qui en tant que commissaire de l'exposition historique sur le Vernis Martin, ne peut être que sensible à cette question, mais aussi Audrey Guémazuel, qui est conservatrice du département au 19e siècle, ou Evelyne Possémé pour le département Art Nouveau, Art Déco, qui ont pris la pleine mesure aussi de cette question-là, puisque pendant très longtemps, et en tout cas à la réouverture, grosso modo, 99,9% de ces collections avaient été prévues très magnanimement pour être laissées en réserve. Donc après, il ne faut pas s'étonner que le Louvre nous réclame les collections d'art islamique si on ne les présente pas. Donc très clairement, je ne sais pas, Sophie Macario n'est pas là, je l'aurais vu sinon, mais s'il y a des gens du musée si les gens du musée Guimet sont ici, sachez-le, il y a peu de chances pour que ces collections rejoignent un jour la colline de Chaillot. Elles resteront très définitivement au musée des arts décoratifs, et c'est notre volonté de les mettre
en valeur dans les années qui viennent, et par des expositions, et par un jeu de dialogue très étroit avec les collections du musée, puisque c'est pour ces raisons-là qu'elles sont ici. Et donc, je crois que s'il tient qu'à nous de réaffirmer ce lien extrêmement fort entre ces collections et l'ensemble des collections du musée des arts décoratifs. Alors, le programme qui a été concocté est relativement dense. Je trouve qu'il est, pour ma part, très séduisant parce qu'il reflète aussi cette histoire de l'institution. Après tout, on pourrait faire ce genre de journée d'études dans d'autres établissements. À partir du moment où on le fait ici, je crois qu'il y a un angle de vue qui doit être celui qui nous intéresse. Celui à la fois des expositions institutionnelles liées au Japon. Ça, c'était un point sur lequel, avec cette histoire du musée oriental, il nous semblait, avec Béatrice et Sébastien, devoir faire un point particulier, parce que c'est un point fondamental aussi de l'histoire de notre maison. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont gentiment bombardé modérateur de cette demi-journée, sachant ce qui est mon emploi du temps. Je les en remercie. La deuxième demi-journée d'aujourd'hui consacrée au rôle des collectionneurs, qui là encore est un point évidemment absolument fondamental, notamment dans un musée comme celui des arts décoratifs. Je ne vous rappellerai pas, mais je le fais quand même parce que finalement, les gens le savent finalement rarement, n'est pas un musée national au sens strict du terme. Il conserve des collections nationales, mais c'est un musée associatif qui est toujours régi par le cadre de la loi de 1901, ce qui est assez rare à cette échelle de collections et de bâtiments en France. J'arrive de New York, évidemment, quand vous expliquez aux New-Yorkais, ils trouvent ça tout à fait normal, puisque c'est comme ça qu'ils voient l'ensemble de leur musée être régi. Donc nous avons un conseil d'administration, et ce conseil d'administration, depuis 1864, a été fondamental dans la constitution de ces collections, puisque finalement, c'est beaucoup de ces collectionneurs qui ont façonné l'identité du musée. C'est pas un musée qui a été décidé par un roi de France, c'est pas un musée qui a été décidé par un président de la République, c'est un musée qui a été décidé par une communauté d'industriels, de designers, on dirait aujourd'hui, d'artistes aussi, ce qui n'est pas inutile de rappeler. Un musée d'artistes fait pour les artistes, c'est quand même très contemporain. Là, pour le coup, on dame le pion à pas mal d'institutions de ce type en France, en termes de chronologie, je veux dire, et d'antériorité. Et aussi, évidemment, un musée d'amateurs et de collectionneurs, qui est peut-être une dimension que nous avons perdue ces dernières années, et sur lesquelles, avec l'ensemble de l'équipe scientifique, on se réinterroge aujourd'hui, parce qu'elle fait tellement partie des fondamentaux de l'histoire de l'institution que si on renie cet aspect-là, c'est un petit peu problématique. Donc, je pense qu'on est tous sensibles à la densité de présentation des collections, au fait que le musée n'est pas un musée de chefs-d'œuvre, mais aussi un musée de séries, de collections. C'est même presque une collection de collections. Donc ce rôle des collectionneurs me paraît là encore aussi fondamental. Et puis demain, puisque vous aurez la chance d'assister à l'ensemble de ces journées d'études, ce qui ne sera pas mon cas, la réception de l'art japonais. Parce que là encore, c'est un point de vue, je veux dire, la question de la fortune critique est aujourd'hui évidemment n'est plus à démontrer comme importante dans l'historiographie. Et Dieu sait si c'est une façon de l'aborder extrêmement riche et importante, et là aussi qui met un peu en perspective les collections dont on parle. Et puis ensuite une présentation de certains objets par Béatrice Quette et Laura Berchil du côté de la bibliothèque, pour vous mettre aussi un petit peu en appétit par rapport à ces collections. J'avoue que c'est un peu... Geneviève, vous les connaissez un petit peu. Béatrice les connaît mieux que nous encore. Ces collections sont, je dirais, assez fascinantes. Les premières fois où je me suis rendu, comme tout bon directeur nommé à ces fonctions, dans les réserves du musée, j'avoue que les parties de réserve consacrées à ces collections japonaises, asiatiques en général, mais japonaises en particulier, m'ont particulièrement intrigué par leur beauté. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi d'autres de mes prédécesseurs avaient eu du mal à être saisis par cette même beauté et à se dire que ça devait avoir un sens par rapport aux collections, parce que je crois que l'équipe scientifique de son côté en était convaincue depuis le début. On a des projets de restauration de pièces importantes. Et il y aura ce projet d'exposition qui en sera, je pense, un très beau témoignage et un très très bel hommage. Et nous profiterons donc du 150e anniversaire de l'ère Meiji, qui explique beaucoup de l'arrivée de ces collections aussi dans les nôtres, puisque finalement Meiji est aussi un grand bond en avant administratif et culturel et politique, ce qui a permis à beaucoup de ces objets, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle
des spécialistes, beaucoup de collectionneurs de constituer ces collections et à les faire entrer dans les collections publiques comme celui du Musée des Arts Décoratifs. Donc voilà, je crois que de fil en aiguille, on aura couvert pas tous les sujets, parce que l'exhaustivité n'est jamais de ce monde, mais en tout cas beaucoup des éléments qui sont importants, je dirais, pour comprendre la spécificité de l'art japonais au sein du Musée des Arts Décoratifs, et qui vous font comprendre pourquoi Béatrice Quette et Sébastien Kéké ont trouvé une oreille attentive dans la mienne quand il s'agit de monter ces 2 journées d'études, parce que là encore, je crois vraiment très fortement et assez solennellement que c'est une histoire avec laquelle il faut que le Musée des Arts Décoratifs renoue assez rapidement, parce que sinon on passera à côté de quelque chose de très important. Alors,